Le terme est barbare, celui de financiarisation. Je crois qu'il faut distinguer deux acceptions de ce terme. Il y avait un livre de Epstein, je crois, et notamment un article de Krippner en 2004-2005, Financialization of the World Economy, où il était essentiellement question de la croissance du secteur financier. La taille du secteur financier, le volume des transactions, je vais y revenir, augmenter la financiarisation, c'était ceci. Pour nous, je crois que le terme de financiarisation prend une dimension plus profonde, on pourrait dire, plus large. Si vous voulez, c'est on pourrait dire entre guillemets, l'esprit de la finance qui pénètre l'économie et qui pénètre la société. Donc cette histoire presque immatérielle, vous allez voir, de l'esprit de la finance, je vais essayer de le disséquer. Donc financiarisation, c'est un processus qui restructure le système social ou qui structure le système social. Je n'aurai pas le temps trop de parler de l'analyse systémique, mais on le considère, ou je le considère, la financiarisation, je la considère comme étant un principe d'organisation dont un certain système socio-économique tire à la fois ses forces, mais aussi ses faiblesses et ses limites. Donc, une des thèses que je vais essayer de défendre devant vous, c'est de dire que peut-être ce système-là, on arrive au bout quelque part de la logique d'un système, comme on est arrivé aux limites de la logique de l'économie planifiée que j'avais entre parenthèses aussi annoncé dans un bouquin au début des années 80. Alors, commençons avec quelques éléments de définition, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est que la finance? Je pense qu'on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 points, parce qu'il y a juste le néon dans la vitre. Voilà. 4 petits points. Le premier point, c'est que toute finance suppose, il ne peut pas y avoir de finance s'il n'y a pas de transférabilité de droits de propriété ou d'obligations contractuelles. Donc, ça, c'est la base de tout actif financier, quelle qu'en soit la forme. Ensuite, deuxième point très très important, tout actif financier, toute action financière, activité financière, implique la durée. Elle est ouverte sur le futur, donc sur l'incertain, donc sur l'inconnu. Ce n'est pas comme si on vend et on achète des pommes ou des voitures, il y a cette dimension d'incertain liée à l'avenir. L'actif financier est par définition un dérivé du réel, c'est pour ça que la finance se développe ou s'est développée historiquement dans des contextes institutionnels, dans les contextes systémiques dans lesquels la partie juridique, en quelque sorte, était relativement bien développée parce que c'est dans le droit que s'inscrit la finance. Il n'y a pas de contexte juridique. La finance a beaucoup de peine à se développer. Et puis, point central, et on l'a vu avec la dernière crise, la confiance, c'est un mot aujourd'hui utilisé par tout un chacun. Il y a une double confiance. Pour qu'il y ait finance, il faut, je pense, une double confiance. Il y a à la fois une certaine confiance dans l'avenir, et c'est important, dans les périodes d'optimisme, on pourrait dire une euphorie. Donc, l'avenir sociétal, l'avenir du groupe, l'avenir du système, et puis l'avenir de l'actif dont il est question, ce que j'achète ou ce que je suis en train de chercher à acheter. Donc voilà, ça c'est quelques éléments pour caractériser la finance. Encore peut-être un point qui n'est pas sur le transparent, qui me paraît très important, c'est que durant les dernières 40-50 années, s'est opéré un processus qui, pour les économistes, reste assez mystérieux et peu étudié, avec des implications très très fortes que l'on a vues pendant la dernière crise, c'est qu'il y a comme une fusion qui s'opère entre la finance et la monnaie. On ne sait plus très bien où s'arrête la monnaie, on ne sait plus très bien où commence la finance, on a affaire à un magma, et les distinctions classiques, les économistes s'occupent de la monnaie, les financiers s'occupent de la finance, elles sont très fortement inscrites dans notre manière de voir, mais je pense que du point de vue réel, il y a quelques limites à cela. Bon. Deuxième point important, que fait la finance? Et là, il y a une distinction qui est tellement évidente qu'on se dit qu'on aurait dû inventer soi-même. C'est un de mes doctorants qui l'a articulé très très clairement. Bon, premier point, faire fonctionner le système de paiement, ça c'est clair. Mais il y a 2 autres fonctions qui sont très importantes. Et des fois, je n'ai pas l'impression qu'on le présente
aussi clairement. Philippe Ruda a dit, d'un côté, il y a l'allocation des capitaux, et de l'autre côté, il y a l'allocation des risques. Et je crois que ça, il faut vraiment le prendre dans toute sa simplicité. Il y a une fonction traditionnelle, il y a une fonction autour de laquelle la finance s'est développée pendant de très longues années, d'allocation des capitaux, et il y a quelque chose qu'on pourrait appeler moderne ou contemporain, qui est l'allocation des risques, avec des instruments, avec des méthodes, avec des institutions, chaque fois qui plutôt prennent en charge la partie risque ou plutôt prennent en charge la partie financement. Ça, c'est donc un premier point. Ces deux dimensions d'allocation sont absolument fondamentales. Donc l'allocation des risques et l'allocation des capitaux. En effet, je pense qu'on peut distinguer en gros 3 périodes historiques. Les fameuses 30 glorieuses qui se sont terminées quelque part au milieu des années 70, l'allocation des capitaux et l'allocation des risques étaient fortement liées. La domination était exercée clairement par l'allocation des capitaux. Il y avait une logique d'allocation des capitaux. Et ce faisant, on allouait des risques. Donc il y avait presque une identité, mais une domination de la logique d'allocation des capitaux. Ce qui s'est passé pendant les 30 euphoriques, c'est en gros milieu des années 70 jusqu'à le milieu des années 2000. C'est une déconnexion très nette en termes d'institutions, en termes d'instruments, en termes de mode de faire, en termes de mode de pensée, on va y revenir, de la dimension allocation des risques par rapport à la dimension allocation des capitaux. Et puis, nous en arrivons au temps contemporain. Je pense peut-être catastrophique, c'est un peu fort, on pourrait dire critique, je pense que ça serait mieux de dire critique. Et je pense que la crise a montré qu'il y a une domination maintenant de l'allocation, de la logique d'allocation des risques sur la logique d'allocation des capitaux. J'y vais revenir, c'est une périodisation vraiment à très grand trait. Il faut pas la prendre au pied de la lettre, mais uniquement une tentative de disséquer des éléments de cette évolution. Et bien sûr, si nous regardons les traditions institutionnelles en matière de fonctionnement du système financier, je pense qu'il faut distinguer 2 traditions, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus. Un système que l'on qualifie, que Michel Albert avait qualifié de système rénant, d'autres l'ont qualifié de système basé sur l'endettement et le crédit. Bref, autour de la banque, le système dont le pivot est constitué par l'institution bancaire, non pas investment bank, mais la banque de détail, la banque qui collecte l'épargne et la banque qui alloue des crédits. Et puis, et ça c'est donc la tradition continentale, on peut appeler ça en tout cas pour ce qui est de l'Europe, et puis la tradition anglo-saxonne, qui est celle où le pivot de l'économie, le pivot du système financier, c'est le marché financier, qui, avec tout un ensemble de conséquences, chacune de ces idéal types, de ces types purs de système financier, bien sûr, a un nombre de caractéristiques sur lesquelles ça ne vaut pas la peine de revenir maintenant. Ce qui est en train de se passer, me semble-t-il, c'est que le système global qui est en train d'émerger de fait de la globalisation et de processus qui l'accompagnent, on a bien sûr, encore une fois, c'est une tentative de caractériser à grands traits, on a l'impression que l'allocation des risques par le biais du marché financier se fait au niveau global et que encore une bonne partie, pas toute, mais une bonne partie de l'allocation des capitaux se fait à un niveau, on pourrait dire, local, basé plutôt sur l'institution de la banque traditionnelle, dépôt-crédit. Mais bien sûr, tout ça, c'est sujet à discussion et à qualification. Alors, les 30 euphoriques, c'est un petit dessin que l'on avait fait à l'Observatoire au début des années 90. Les 30 euphoriques, c'est un peu ça. Et puis regardez la montagne, vous voyez la montagne, là, la pente, elle est très raide. Vous voyez le marché financier, vous voyez aussi la nacelle qu'on a appelée l'économie réelle, et puis ça n'arrête pas de monter. Et puis, bien sûr, la suite, les catastrophiques ou les critiques, c'est un peu ça. Alors, c'est un dessin, on voit l'économie réelle, on voit l'économie financière. Puis regardez maintenant si on regarde ça du point de vue graphique, du point de vue des données. On a presque l'impression d'avoir à peu près les mêmes pentes. On n'a pas le ballon, mais on pourrait le mettre. Qu'est-ce qu'il y a sur ces courbes? C'est une manière de caractériser, je pense,
le décalage ou le découplage entre l'allocation des capitaux et l'allocation des risques sur lesquels je vais revenir encore tout à l'heure. Vous avez la courbe, d'abord la courbe verte, ici au milieu, la courbe calme en quelque sorte on pourrait dire, c'est le taux de croissance capitalisé de l'économie américaine sur une période de 40 ans, de 64 je crois, de 64, il y a juste le truc qui le cache, de 64 à 2008 ou 2009. Donc on considère l'économie américaine comme étant une entreprise presque dans laquelle on aurait mis $1 en 64 et puis on regarde la croissance, le gonflement de l'économie et on arrive en 2008 ou 2009, on arrive à quelque chose de l'ordre de 20 ou 21. Vous voyez que cette courbe de croissance nominale, bien sûr, tout ça c'est en nominal, si vous regardez derrière, il y a une petite courbe avec des triangles jaunes, comme par hasard, c'est le rendement capitalisé des obligations d'État américaines de T-bonds à 10 ans. Comme par hasard, il y a une corrélation extrêmement forte, comme ça indique un peu que le taux d'intérêt est assez proche du taux de croissance. Mais ça, les économistes l'avaient déjà suggéré depuis bien longtemps. Ce qui est préoccupant, ce qui est frappant dans ce graphique, je pense, c'est le bleu et le rouge. C'est deux manières de voir le même monde d'entreprises, les entreprises qui font partie de l'indice Standard & Poor's 500. Alors, du côté bleu, vous avez la croissance, aussi en termes de taux de croissance capitalisé, de résultats opérationnels de ces entreprises. Donc, l'augmentation de la profitabilité, ou du profit plutôt, le bénéfice de ces entreprises. Et on voit aussi que ça suit, c'est en dessous, paradoxalement, c'est en dessous de la courbe verte, donc de la performance à long terme de l'économie américaine, avec quand même des fluctuations relativement fortes. Et alors la rouge, il reste le rouge. Le rouge, c'est l'augmentation, encore une fois capitalisée, de la valeur boursière de ces mêmes entreprises. La valeur boursière de ces mêmes entreprises. Alors si sur les courbes précédentes, sur les trois premières, on est dans une fourchette entre 15 et 20 ou 22, ben là, avec la rouge, c'est un peu comme avec mon dessin de la pente, on est en train de changer complètement de l'ordre de grandeur. On est dans les zones vers la fin, avant la crise, on est aux alentours de 65, 68 par là autour, et puis ensuite ça dégringole, et puis si on l'a prolongé jusqu'à aujourd'hui, on aurait repris pas mal de chemin. Donc, une interrogation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette surface qu'il y a entre le vert et le rouge? Est-ce que c'est de l'allocation du capital? C'est de la logique de l'allocation du capital? Est-ce que c'est de la logique de l'allocation des risques? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?